Bonjour à tous, nous avons un public formidable aujourd'hui. Nous allons diffuser cet événement en direct. Alors, faites du bruit pour que tout le monde sache que vous êtes là. Pas mal. Je suis Alex Kantrowitz, l'animateur du podcast Big Technology. Et je suis ici pour parler avec vous des frontières de l'IA, en compagnie de deux invités exceptionnels. Demi Hassabis, le PDG de DeepMind, est là. Moi aussi. Et nous avons un invité spécial, Sergey Brin, le cofondateur de Google, est également parmi nous. Très bien, ça va être amusant. Commençons par les modèles frontières. Demi, cette question est pour vous. Avec ce que nous savons aujourd'hui sur les modèles frontières, quelle est la marge d'amélioration qu'il reste à découvrir? Et pourquoi pensez-vous que tant de personnes intelligentes affirment que les progrès sont sur le point de stagner? Je pense que nous assistons à des progrès incroyables. Vous l'avez tous vu aujourd'hui. Toutes les choses extraordinaires que nous avons présentées dans la keynote. Donc, je pense que nous voyons des gains incroyables avec les techniques existantes, en les poussant à la limite. Mais nous inventons aussi de nouvelles choses tout le temps. Et je pense que pour arriver à quelque chose comme l'AGI, cela pourrait nécessiter une ou deux nouvelles percées. Et je pense que nous avons beaucoup d'idées prometteuses que nous développons et que nous espérons intégrer à la branche principale de Google DeepMind. Très bien. Donc il y a eu cette discussion sur l'échelle. Est-ce que l'échelle résout tous les problèmes ou non? Alors je voudrais vous demander, en ce qui concerne l'amélioration disponible aujourd'hui, l'échelle est-elle toujours la vedette ou est-elle un acteur secondaire? J'ai toujours été d'avis qu'il faut les deux. Il faut exploiter au maximum les techniques que vous connaissez. Vous voulez les exploiter à la limite, que ce soit en termes de données ou de puissance de calcul. Et en même temps, vous voulez consacrer beaucoup d'efforts à ce qui va suivre, peut-être dans 6 mois ou 1 an. Ainsi, vous avez la prochaine innovation, qui pourrait faire un bond de 10 fois d'une certaine manière, pour interagir avec l'échelle. Donc, vous voulez les deux, à mon avis? Je ne sais pas, Sergey, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord, il faut les deux. Vous pouvez avoir des améliorations algorithmiques et simplement des améliorations de calcul. De meilleures puces, plus de puissance, de plus grands centres de données. Je pense que, historiquement, si l'on regarde des choses comme le problème à n corps et la simulation de corps gravitationnels et de ce genre de choses, si vous le représentez graphiquement, les avancées algorithmiques ont en fait surpassé les avancées computationnelles, même avec la loi de Moore. Si je devais deviner, je dirais que les avancées algorithmiques seront probablement encore plus significatives que les avancées computationnelles. Mais les deux arrivent maintenant. Donc, nous bénéficions en quelque sorte des deux. Et demi, pensez-vous que la majeure partie de votre amélioration vient de la construction de centres de données plus grands et de l'utilisation de plus de puces? On parle de la façon dont le monde sera tapissé de centres de données. Est-ce votre vision? Eh bien non, regardez. Je veux dire, nous allons certainement avoir besoin de beaucoup plus de centres de données. C'est incroyable, ça m'étonne toujours d'un point de vue scientifique. Nous transformons du sable en machines pensantes, c'est assez incroyable. Mais en fait, ce n'est pas seulement pour l'entraînement. C'est que maintenant nous avons ces modèles que tout le monde veut utiliser. En fait, nous constatons une demande incroyable pour 2.5 Pro. Et je pense que Flash, nous sommes vraiment enthousiastes quant à ses performances pour son coût incroyablement bas. Je pense que le monde entier voudra utiliser ces choses. Et donc, nous allons avoir besoin de beaucoup de centres de données pour le service. Et aussi pour le calcul au moment de l'inférence, vous savez, vous avez vu DeepSync aujourd'hui, 2.5 Pro DeepSync, plus vous lui donnez de temps, meilleur il sera. Et certaines tâches à très forte valeur ajoutée, des tâches très difficiles, il vaudra la peine de le laisser réfléchir très longtemps. Et nous réfléchissons à la manière de pousser cela encore plus loin. Et encore une fois, cela nécessitera beaucoup de puces en temps réel. D'accord, vous avez évoqué le calcul au moment du test. Cela fait environ 1 an que nous sommes dans ce paradigme de raisonnement. Et vous et moi en avons parlé à 2 reprises par le passé, comme quelque chose que l'on pourrait ajouter aux grands modèles de langage traditionnels pour obtenir des gains. Pouvez-vous nous aider à contextualiser l'ampleur de l'amélioration que nous observons grâce au raisonnement? Nous avons toujours été de grands adeptes de ce que nous appelons maintenant ce paradigme de la pensée. Si vous vous référez à nos premiers travaux sur des choses comme AlphaGo et AlphaZero, notre travail d'agent sur les jeux, ils avaient tous ce type d'attribut d'un système de pensée au-dessus d'un modèle. Et en fait, vous pouvez quantifier la différence que cela fait si vous regardez un jeu comme les échecs ou le Go. Nous avions des versions d'AlphaGo et AlphaZero avec la pensée désactivée. Donc c'était juste le modèle qui vous donnait sa première idée. Ce n'est pas mal, c'est peut-être un niveau de maître, quelque chose comme ça.
Mais si vous activez la pensée, c'est bien au-delà du niveau de champion du monde. C'est une différence de 600 Elo ou plus entre les deux versions. Donc, vous pouvez le voir dans les jeux, sans parler du monde réel, qui est beaucoup plus compliqué, et je pense que les gains seront potentiellement encore plus importants en ajoutant ce type de paradigme de pensée. Bien sûr, le défi est que vos modèles, et j'en ai parlé plus tôt dans la présentation, doivent être une sorte de modèle du monde. Et c'est beaucoup plus difficile que de construire un modèle d'un jeu simple, bien sûr. Et il contient des erreurs qui peuvent s'accumuler sur des plans à plus long terme. Mais je pense que nous faisons de très bons progrès sur tous ces fronts. Regardez, comme Damis l'a dit, DeepMind a vraiment été le pionnier de beaucoup de travaux sur l'apprentissage par renforcement. Et ce qu'ils ont fait avec AlphaGo et AlphaZero, comme vous l'avez mentionné, cela a montré, si je me souviens bien, que cela nécessiterait 5000 fois plus d'entraînement pour atteindre ce que vous avez réussi à faire avec tout de même beaucoup d'entraînement et le temps de calcul d'inférence que vous utilisiez avec Go. C'est donc évidemment un énorme avantage. Comme la plupart d'entre nous, nous bénéficions de la réflexion avant de parler. Pas toujours. On me le rappelle toujours. Mais je pense que les IA sont évidemment bien plus fortes une fois que vous ajoutez cette capacité, et je pense que nous ne sommes qu'à la pointe de l'iceberg pour le moment dans ce sens. Cela fait moins d'1 an que ces modèles existent réellement. Surtout si l'on pense qu'une IA, pendant son processus de réflexion, peut également utiliser une multitude d'outils, ou même d'autres IA. Ceci afin d'améliorer le résultat final durant ce processus de réflexion, je pense que ce sera un paradigme incroyablement puissant. DeepMind est très intéressant. Je vais essayer de le décrire correctement. En fait, il s'agit d'un ensemble de processus de raisonnement parallèles qui fonctionnent, se vérifient mutuellement. C'est comme raisonner sous stéroïdes. Demi, vous avez mentionné que l'industrie avait besoin de quelques avancées supplémentaires pour atteindre l'AGI. Où situeriez-vous ce type de mécanisme? Est-ce l'une des avancées qui pourrait rapprocher l'industrie? Je pense que oui. Je pense que cela fait peut-être partie d'une avancée, si l'on peut dire. Il y en a d'autres aussi, comme le fait qu'il faut, vous savez, peut-être que cela peut faire partie de l'amélioration du raisonnement, d'où vient la véritable invention. Ou, vous savez, vous ne résolvez pas juste une conjecture mathématique, vous en proposez une, ou vous émettez l'hypothèse d'une nouvelle théorie en physique. Je pense que nous n'avons pas encore de système capable de ce type de créativité, mais je pense qu'ils arrivent, et puis probablement beaucoup d'autres choses. Je pense que nous avons besoin de nombreuses avancées sur la précision des modèles du monde que nous construisons. Je pense que vous l'avez vu avec Vio, le potentiel de Vio 3, comment il était étonnant de voir comment il peut intuiter la physique de la lumière et de la gravité. Ayant travaillé sur les jeux vidéo, non seulement sur l'IA, mais aussi sur les moteurs graphiques au début de ma carrière, je me souviens avoir dû faire tout cela à la main, programmer l'éclairage, les shaders et toutes ces choses, des choses incroyablement compliquées que nous faisions dans les premiers jeux. Et maintenant, il l'intuite juste dans le modèle. C'est assez étonnant. J'ai vu que vous aviez partagé une image d'une poêle avec des oignons et de l'huile. J'espère que vous avez tous aimé ça. Il n'y avait pas de message subliminal à ce sujet. Non, pas vraiment, juste un message subtil. Nous avons donc prononcé le mot AGI ou l'acronyme AGI plusieurs fois. Je pense qu'il y a un mouvement dans le monde de l'IA en ce moment pour dire de ne plus utiliser le terme AGI. Le terme est tellement galvaudé qu'il en perd son sens. Mais Demi, il semble que vous pensiez que c'est important. Pourquoi? Oui, je pense que c'est très important. Mais je pense que, il faudrait peut-être que j'écrive quelque chose à ce sujet. Aussi avec Shane Legg, notre scientifique en chef. C'est l'une des personnes ayant inventé le terme il y a 25 ans. Je pense qu'il y a en quelque sorte deux choses qui sont un peu confondues. L'une est de savoir ce qu'une personne typique, un individu, peut faire. Nous sommes tous très capables, mais nous ne pouvons faire que ce que nous sommes capables de faire. Il n'y a qu'une certaine part de choses dans lesquelles on est expert, n'est-ce pas? Ou, vous savez, on pourrait dire, que pouvez-vous faire que 90% des humains peuvent faire? C'est évidemment très important sur le plan économique, et je pense que, du point de vue du produit, c'est aussi très important. C'est donc une étape très importante. Alors, peut-être devrions-nous dire que c'est une intelligence humaine typique. Mais ce qui m'intéresse, et c'est pourquoi nous parlons d'AGI, c'est un concept plus théorique. Qu'est-ce que le cerveau humain, en tant qu'architecture, est capable de faire? Le cerveau humain est un point de référence important, car c'est la seule preuve que nous ayons, peut-être dans l'univers, qu'une intelligence générale est possible.
Et là, il faudrait que votre système soit capable de faire la gamme de choses que même les meilleurs humains de l'histoire ont pu faire avec les mêmes architectures cérébrales. Pas un seul cerveau, mais la même architecture cérébrale. Ce qu'Einstein a fait, ce que Mozart a pu faire, ce que Marie Curie, et ainsi de suite. Et il est clair pour moi que les systèmes actuels ne disposent pas de cela. L'autre raison pour laquelle je pense que le battage médiatique autour de la GIA est exagéré, c'est que nos systèmes ne sont pas encore assez cohérents pour être considérés comme pleinement généraux. Alors, ils peuvent faire, vous savez, des milliers de choses. Vous voyez beaucoup de choses impressionnantes aujourd'hui. Mais chacun d'entre nous a de l'expérience avec les chatbots et les assistants d'aujourd'hui. Vous pouvez facilement trouver en quelques minutes un défaut évident avec eux. Un problème de maths de lycée qu'ils ne résolvent pas, ou un jeu de base qu'ils ne peuvent pas jouer. Il n'est pas très difficile de trouver ces failles dans le système. Et pour moi, pour qu'une chose soit qualifiée d'AGI, elle devrait être beaucoup plus cohérente à tous les niveaux qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faudrait quelques mois à une équipe d'experts pour y trouver une faille évidente. Alors qu'aujourd'hui, il faut quelques minutes à une seule personne pour la trouver. Sergey, c'est une bonne question pour vous. Pensez-vous que l'AGI sera atteinte par une seule entreprise et que ce sera la fin? Ou pourriez-vous imaginer Google, OpenAI, Anthropic ou la Chine, chacun ayant l'AGI? Waouh, c'est une excellente question. Je suppose qu'une entreprise, un pays ou une entité atteindra l'AGI en premier. Maintenant, c'est plutôt un spectre, ce n'est pas une chose complètement précise. Il est donc concevable qu'il y en ait plus d'une dans cette fourchette à peu près au même moment. Après cela, ce qui se passera, je pense que c'est très difficile à prévoir. Mais on peut certainement imaginer qu'il y aura plusieurs entités qui réussiront. Dans notre domaine de l'IA, vous savez, nous avons vu que lorsque nous faisons un certain type de progrès, d'autres entreprises suivent rapidement. Et inversement, lorsque d'autres entreprises font certains progrès, c'est une sorte de course constante. Donc, je pense qu'il y a un élément d'inspiration que vous voyez, et cela encouragera probablement de plus en plus d'entités à franchir ce seuil. Demi, qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'il est important pour le domaine de s'accorder sur une définition de l'AGA. Alors, peut-être devrions-nous essayer d'aider à la faire converger, en supposant qu'il y en ait une. Vous savez, il y aura probablement des organisations qui y arriveront en premier. Et je pense qu'il est important que ces premiers systèmes soient construits de manière fiable et sûre. Et je pense qu'après cela, si tel est le cas, nous pouvons imaginer les utiliser pour créer de nombreux systèmes dotés d'architectures sûres, prouvées. Et ensuite, vous pourriez avoir des AGI personnels et toutes sortes de choses se produisant. Mais c'est, vous savez, assez difficile, comme le dit Sergey, c'est assez difficile de prédire, de voir au-delà de l'horizon des événements pour prédire à quoi cela ressemblera. D'accord. Nous avons donc parlé un peu de la définition de l'AGI. Et beaucoup de gens ont dit que l'AGI doit être la connaissance, n'est-ce pas? L'intelligence du cerveau? Qu'en est-il de l'intelligence du cœur? Demi. En bref, l'IA doit-elle avoir des émotions pour être considérée comme une AGI? Je pense qu'elle devra comprendre les émotions. Je ne sais pas si... Je pense que ce sera une sorte de décision de conception si nous voulons qu'elle imite les émotions. Je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne pourrait pas le faire en théorie. Mais cela pourrait être différent. Ou cela pourrait ne pas être nécessaire. Ou même souhaitable. Qu'elles aient le genre de réaction émotionnelle que nous avons en tant qu'humains. Donc, je pense encore une fois que c'est une question un peu ouverte, à mesure que nous nous rapprochons de cette période et de cet événement de l'AGI, ce que je pense être plutôt sur une échelle de temps de 5 à 10 ans. Donc, je pense que nous avons un peu de temps, pas beaucoup, mais un peu de temps pour rechercher ce genre de questions. Quand je pense à la façon dont le délai pourrait être réduit, je me demande si ce sera la création de systèmes auto-améliorants. Et la semaine dernière, j'ai failli tomber de ma chaise en lisant ce titre sur quelque chose appelé Alpha Evolve, qui est une IA qui aide à concevoir de meilleurs algorithmes et même à améliorer la façon dont les LLM s'entraînent. Alors, Demi, essayez-vous de provoquer une explosion d'intelligence? Non. Non, pas une explosion à contrôler. Je pense que c'est une première expérience intéressante, un système incroyable, une excellente équipe travaille dessus, où il est intéressant maintenant de commencer à associer d'autres types de techniques, dans ce cas, des techniques de programmation évolutives avec les derniers modèles fondamentaux, qui deviennent de plus en plus puissants. Et je veux en fait voir dans nos travaux exploratoires beaucoup plus de ce genre de systèmes combinatoires et d'associations de différentes approches. Et vous avez raison, c'est l'une des choses, l'auto-amélioration,
quelqu'un découvrant une sorte de boucle d'auto-amélioration serait un moyen où les choses pourraient s'accélérer encore plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Nous l'avons déjà vu avec nos propres travaux, avec des choses comme AlphaZero. Vous savez, apprendre les échecs et le Go et n'importe quel jeu à 2 joueurs à partir de 0, en moins de 24 heures en partant de 0, avec des processus d'auto-amélioration. Nous savons donc que c'est possible. Mais encore une fois, cela se passe dans des domaines de jeu assez limités et très bien décrits. Le monde réel est beaucoup plus désordonné et complexe. Il reste donc à voir si ce type d'approche peut fonctionner de manière plus générale. Sergey, nous avons parlé de systèmes très puissants, et c'est une course pour développer ces systèmes. Est-ce pour cela que vous êtes revenu chez Google? Je pense qu'en tant qu'informaticien, c'est une période très unique dans l'histoire. Honnêtement, tout informaticien ne devrait pas être à la retraite en ce moment. Il devrait travailler sur l'IA, c'est ce que je dirais. Je veux dire, il n'y a jamais eu de problème et d'opportunité plus grand, un plus grand jalon de la technologie. Je ne dirais donc pas que c'est à cause de la course, bien que nous ayons pleinement l'intention que Gemini soit la toute première AGI. Mais être immergé dans cette incroyable révolution technologique, je veux dire, c'est différent. J'ai vécu l'ère du Web 1.0. C'était très excitant. Et nous avons eu le mobile. Et tout ça. Mais je pense que c'est scientifiquement beaucoup plus excitant. Et je pense que l'impact ultime sur le monde sera encore plus grand. Autant que le web et les téléphones portables ont eu un grand impact, je pense que l'IA sera bien plus transformative. Alors, que faites-vous au quotidien? Je crois que je torture des gens comme Demi, qui est incroyable. D'ailleurs, il a toléré que je sabote ce débat. Je suis de l'autre côté de la rue, pratiquement tous les jours. Et ce sont juste des gens qui travaillent sur les modèles de texte clés de Gemini, sur le pré-entraînement, sur le post-entraînement. Sur tout cela, je me penche périodiquement sur certains travaux multimodaux. VO3, comme vous l'avez tous vu. Mais j'ai tendance à être assez plongé dans les détails techniques. Et c'est un luxe que j'apprécie vraiment, heureusement, car des gars comme Demi s'occupent de la boutique. Et c'est là que se trouve mon intérêt scientifique, c'est au cœur des algorithmes et de la manière dont ils peuvent évoluer. D'accord. Parlons un peu des produits, quelque chose qui a été récemment introduit. Je veux juste vous poser une question générale sur les agents, Demi. Car lorsque je regarde d'autres entreprises technologiques construire des agents, ce que nous voyons dans les démos est généralement quelque chose qui est contextuellement conscient, à une voix désincarnée. On interagit souvent avec lui sur un écran. Lorsque je vois des démos de DeepMind et Google, c'est souvent à travers la caméra. C'est très visuel. Il y a eu une annonce sur les lunettes intelligentes aujourd'hui. Parlez-nous un peu, si c'est la bonne interprétation, de la raison pour laquelle Google est si intéressé par un assistant ou un compagnon qui voit le monde comme vous le voyez. Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. Plusieurs fils se rejoignent. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous avons toujours été intéressés par les agents. C'est en fait l'héritage de DeepMind. Nous avons commencé avec des systèmes basés sur les agents dans les jeux. Nous essayons de construire une AGI, qui est une intelligence générale complète. Et il est clair qu'elle devrait comprendre l'environnement physique, le monde physique qui vous entoure. Et 2 des cas d'utilisation massifs pour cela, à mon avis, sont un assistant vraiment utile qui peut vous accompagner dans votre vie quotidienne, pas seulement bloqué sur votre ordinateur ou un seul appareil, il doit être utile dans votre vie quotidienne, pour tout. Et donc il doit être à vos côtés et comprendre votre contexte physique. Et puis l'autre chose importante, c'est que j'ai toujours pensé que pour que la robotique fonctionne, vous voulez en quelque sorte ce que vous avez vu avec Astra sur un robot. Et j'ai toujours pensé que le goulot d'étranglement en robotique n'est pas tant le matériel, bien qu'il y ait évidemment beaucoup d'entreprises qui travaillent sur du matériel fantastique et nous nous associons à beaucoup d'entre elles. Mais c'est en fait l'intelligence logicielle qui, je pense, a toujours freiné la robotique. Mais je pense que nous sommes dans un moment vraiment excitant maintenant où, enfin, avec ces dernières versions, en particulier 2.5 Gemini, et d'autres choses que nous allons intégrer, ce genre de technologie VO et d'autres choses. Je pense que nous allons avoir des algorithmes vraiment excitants pour que la robotique fonctionne enfin et réalise son potentiel qui pourrait être énorme.
Donc pour nous, et c'est pourquoi vous pouvez voir que nous avons toujours eu cela à l'esprit, c'est pourquoi Gemini a été construit dès le début, même les premières versions, pour être multimodal. Cela l'a rendu plus difficile au début, car il est plus difficile de rendre les choses multimodales que simplement textuelles. Au final, je pense que nous récoltons les bénéfices de ces décisions maintenant. Je vois beaucoup de membres de l'équipe Gemini ici au premier rang. Ces décisions étaient les bonnes que nous avons prises, même si elles étaient les plus difficiles. Maintenant, vous pouvez en voir les fruits avec tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Sergey, je me demandais si je devais vous poser une question sur Google Glass. Allez-y. Qu'avez-vous appris de Google Glass que Google pourrait appliquer aujourd'hui? Maintenant que les lunettes connectées semblent avoir fait leur réapparition? Oh, oui, c'est une excellente question. J'ai beaucoup appris. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs avec Google Glass, pour être honnête. Je crois toujours beaucoup aux facteurs de forme, et je suis content que nous l'ayons maintenant. Maintenant, cela ressemble à des lunettes normales, et il n'y a pas l'objet devant. Je pense qu'il y avait un fossé technologique, honnêtement. Dans le monde de l'IA actuel, la capacité de ces lunettes à vous aider sans vous distraire constamment est bien plus élevée. De plus, je ne connaissais rien aux chaînes d'approvisionnement de l'électronique grand public. Je ne savais pas à quel point il serait difficile de construire cela et de le proposer à un prix raisonnable. Nous avons de bons partenaires qui nous aident à développer cela. C'est donc un autre pas en avant. Que puis-je dire d'autre? Je dois avouer que le dirigeable avec les parachutistes en wingsuit me manque pour la démo. Honnêtement, cela aurait été encore plus cool ici à l'amphithéâtre Shoreline qu'à Moscone à l'époque. Mais nous devrions probablement peaufiner le produit d'abord, cette fois-ci. Oui. Faisons-le dans cet ordre cette fois. Oui. Préparons-le et rendons-le disponible, et ensuite nous ferons une démonstration vraiment géniale. C'est probablement un mouvement intelligent. Ce que je dirais, c'est que nous avons évidemment une incroyable histoire d'appareils en verre et d'appareils intelligents. Nous pouvons donc apporter toutes ces leçons à aujourd'hui. Je suis très enthousiasmé par nos nouvelles lunettes, comme vous l'avez vu. Ce dont j'ai toujours parlé à notre équipe, à Sharam et aux autres, c'est que l'assistant universel est l'application phare des lunettes intelligentes. Je ne sais pas si Sergey serait d'accord. Je pense que c'est ce qui va faire fonctionner ces lunettes, en plus du fait que la technologie matérielle a beaucoup évolué et s'est améliorée. Je crois que c'est la véritable application essentielle, l'application naturelle pour cela. D'accord. Brièvement sur la génération de vidéos, j'étais dans le public lors de la présentation principale aujourd'hui et j'ai été plutôt impressionné par le niveau d'amélioration que nous avons vu de ces modèles. Je veux dire, vous aviez des cinéastes qui en parlaient dans la présentation. Je veux vous demander, Demi, spécifiquement à propos de la qualité des modèles. Si Internet se remplit de vidéos créées avec l'intelligence artificielle, ces vidéos sont-elles ensuite utilisées pour l'entraînement? Est-ce que cela conduit à un modèle de moindre qualité que si l'on s'entraînait uniquement à partir de contenus générés par des humains? Oui, nous savons qu'il y a beaucoup d'inquiétudes concernant ce que l'on appelle l'effondrement des modèles. La vidéo n'est qu'un exemple, mais cela concerne toute modalité, y compris le texte. Il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, nous sommes très rigoureux avec la gestion et la curation de la qualité de nos données. De plus, pour tous nos modèles génératifs, nous y attachons un identifiant synthétique. Il y a donc un filigrane invisible généré par l'IA qui est très robuste. Il a tenu bon pendant 1 an ou 18 mois depuis que nous l'avons lancé. Et toutes nos images et vidéos sont intégrées avec ce filigrane. Nous pouvons donc détecter ces filigranes et nous lançons des outils permettant à quiconque de le faire pour savoir qu'il s'agissait d'une image ou d'une vidéo générée par l'IA. C'est important pour lutter contre les deepfakes et la désinformation, mais bien sûr, vous pourriez aussi l'utiliser pour filtrer, si vous le souhaitez, ce qui se trouvait dans vos données d'entraînement. Je ne vois donc pas cela comme un gros problème. Finalement, nous pourrions avoir des modèles vidéo tellement performants que vous pourriez les réintégrer dans la boucle comme source de données supplémentaires, appelées données synthétiques. Là, il faut être très prudent pour s'assurer que l'on crée à partir de la même distribution que celle que l'on va modéliser. On ne doit pas déformer cette distribution d'une manière ou d'une autre, et la qualité doit être suffisante. Nous avons de l'expérience dans ce domaine, dans un domaine complètement différent, avec des choses comme AlphaFold, où il n'y avait pas suffisamment de données expérimentales réelles pour construire le modèle AlphaFold final.
Nous avons donc dû construire une version antérieure qui a ensuite prédit environ 1 million de structures protéiques. Nous avons sélectionné les 300 000 à 400 000 meilleurs avec un niveau de confiance et les avons réintégrés dans les données d'entraînement. Il y a beaucoup de recherches de pointe sur la manière de mélanger les données synthétiques avec les données réelles. Mais en ce qui concerne le contenu généré par vidéo, vous pouvez simplement l'exclure si vous le souhaitez. Du moins, avec notre propre travail. Et j'espère que d'autres entreprises médiatiques génératrices feront de même et y inséreront des filigranes robustes. Également, et surtout, pour lutter contre les deepfakes et la désinformation. D'accord. Nous avons 4 minutes. Il me reste 4 questions. Nous passons maintenant à la partie diverse de mes questions. Voyons combien nous pouvons en traiter et le plus rapidement possible. Allons-y avec Sergey pour celle-ci. À quoi ressemblera le web dans 10 ans? À quoi ressemblera le web dans 10 ans? Vous avez 1 minute. Je pense que d'ici 10 ans, en raison du rythme des progrès de l'IA, ce sera bien au-delà de tout ce que nous pouvons voir. Meilleure estimation. Pas seulement le web. Je veux dire, je ne sais pas. Je ne pense pas que nous sachions vraiment à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. D'accord. Demis? Eh bien, je pense que c'est une bonne réponse. Je pense que le web, à court terme, il va beaucoup changer si vous pensez à un web axé sur l'agent. Est-ce qu'il a vraiment besoin de, vous savez, il n'a pas nécessairement besoin de voir des rendus et des choses comme nous, les humains, qui utilisons le web. Donc, je pense que les choses seront très différentes dans quelques années. D'accord. C'est une sorte de question de type plus ou moins. L'AGI avant 2030 ou après 2030? 2030, vous l'avez vraiment mis sur cette ligne fine. Je vais dire avant. Avant? Oui. Demis? Juste après. Juste après. D'accord. Pas de pression, Demi. Exactement. Je dois y retourner et travailler plus dur. C'est ça? Je peux le demander, il doit le livrer. Exactement. Arrête de ralentir. Il nous faut le chewing-gum. C'est bon marché. C'est bon marché. Je vais venir à la critique. Bon, alors, embaucheriez-vous quelqu'un qui a utilisé l'IA pour son entretien? Demis? Oh, pour leur entretien? Ça dépend de la façon dont ils l'ont utilisé. Je pense que utiliser les outils des modèles actuels, probablement pas. Mais je pense que ce serait, eh bien, ça dépendrait de la façon dont ils l'utiliseraient, en fait. Je pense que c'est probablement la réponse. Sergey? Je n'ai jamais passé d'entretien du tout. Donc je ne sais pas. J'aurais l'impression que ce serait hypocrite de ma part de juger les gens exactement sur la façon dont ils passent leur entretien. Moi non plus, en fait. Donc, c'est ça. Je n'ai jamais eu d'entretien d'embauche. D'accord? Oui. Alors Demi, j'ai lu vos tweets. Vous avez publié un tweet très intéressant où il invite à créer une sorte de scène naturelle. Oh oui, voici le tweet. La nature à la simulation, d'une simple pression sur un bouton, cela fait vraiment réfléchir, avec quelques émojis. Et les gens se sont emballés et ont écrit des titres disant « Demi pense que nous sommes dans une simulation ». Sommes-nous dans une simulation? Pas de la manière dont, vous savez, Nick Bostrom et d'autres en parlent. Je pense que cela, donc je ne pense pas que ce soit une sorte de jeu, même si j'ai écrit beaucoup de jeux. Je pense que la physique sous-jacente est en fin de compte la théorie de l'information. Donc, je pense que nous sommes dans un univers computationnel, mais ce n'est pas une simulation simple. Je ne peux pas vous répondre en 1 minute. Mais je pense que le fait que ces systèmes soient capables de modéliser des structures réelles dans la nature est assez intéressant et révélateur. Et j'ai beaucoup réfléchi à notre travail avec AlphaGo et AlphaFold et ces types de systèmes. J'en ai un peu parlé. Peut-être qu'à un moment donné, j'écrirai un article scientifique sur ce que je pense que cela signifie réellement, en termes de ce qui se passe réellement ici, dans la réalité. Sergey, tu veux faire un titre? Eh bien, je pense que cet argument s'applique de manière récursive, n'est-ce pas? Si nous sommes dans une simulation, alors par le même argument, quelles que soient les entités qui créent la simulation, elles sont elles-mêmes dans une simulation, pour à peu près les mêmes raisons, et ainsi de suite. Donc, je pense que vous allez devoir soit accepter que nous sommes dans une pile infinie de simulations, soit qu'il doit y avoir un critère d'arrêt. Et quelle est votre meilleure estimation? Je pense que nous adoptons une vision très anthropocentrique, comme lorsque nous disons simulation, au sens où un être conscient exécute une simulation dans laquelle nous nous trouvons, et qu'ils ont une sorte de désir et de conscience similaire au nôtre. Je pense que c'est là que ça se décompose pour moi. Donc je ne pense tout simplement pas que nous soyons vraiment équipés pour raisonner sur un niveau supérieur dans la hiérarchie. D'accord. Eh bien, Demi, Sergey, merci beaucoup. Cela a été une conversation si fascinante, et merci à tous.